Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Review découverte, review brûlante sur un manga, les frérots, que vous connaissez peut-être, qui se nomme La Planète Taku, les gars. Et oui, en ce moment, j'aime bien, je suis dans les mangas, je sors un peu des sentiers battus, je fais pas du Kingdom, je fais pas du Blue Lock, je fais pas du Dragon Ball, et non, je fais La Planète Taku, les gars. Et oui, vous allez découvrir des choses assez intéressantes, les frérots. Alors, déjà, bien évidemment, avant de commencer cette vidéo, avant de commencer à parler de La Planète Taku, tu as mis le like, on est bien d'accord, tu as mis le pouce, tu as soutenu. On est bien d'accord, mon gars. Et oui. Alors, La Planète Taku, c'est fait par qui, quoi, comment? C'est fait par Tiandi. Je vais vous lire tout simplement le résumé de La Planète Taku, résumé qui est disponible sur son site internet, car il résume lui-même très bien son œuvre, sa situation, son arrivée en France, si vous voulez en savoir plus sur lui. Ok? Il est né le 14 juillet 85 aux Abîmes. Ah, il a juste un an de moins que moi. Et oui, on est de la même génération, lui et moi. Il est né aux Abîmes en Guadeloupe. Tiandi fait partie de cette génération qui a eu la chance d'avoir connu le Club Dorothée dans son enfance. Le Club Dorothée a ramené en France, entre les années 80 et les années 90, les mangas. C'est grâce aux mangas que Tiandi s'est mis à aimer le Japon, et par extension l'Asie. Son amour du manga lui a donné envie de connaître les différentes cultures asiatiques. En grandissant, il s'est rendu compte que les mangas étaient un bon moyen de faire connaître sa culture et son art. Il s'est alors lancé corps et âme dans le développement de La Planète Taku, qui est son tout premier Kemti. Il a sorti le tome 1 en juillet 2018, le tome 2 en juillet 2019, la sortie du tome 3 était prévue en juillet 2020, mais à cause du Covid, il a dû revoir ses plans et a préféré repousser la sortie du tome 3 à juillet 2021, en même temps que le tome 4. Son objectif est de faire connaître son art, sa culture, et à travers son art, il donne la vision qu'il a de sa communauté et du monde à travers La Planète Taku. En août 2020, il a fait un one-shot, un manga donc de 55 pages avec Ismaba, qui s'intitule Taji, The Child of the Desert. Ok? La vision de Tiandi. En fait, il cherche vraiment à mettre la culture à l'honneur, à travers l'art. La Planète Taku est un Kemti qui signifie image noire, énormément inspiré des mangas de type Shonen Neketsu, qui vise à mettre en avant de façon ludique pour toutes les différentes cultures africaines et de la Caraïbe dans un univers fictif créé par Tiandi, qui s'appelle en fait Terry Dupré. Okay? Le thème principal de La Planète Taku, c'est surtout « Doit-on vivre qu'avec les nôtres ou peut-on s'ouvrir au monde ?» C'est la question à laquelle tente de répondre La Planète Taku. Les thèmes secondaires de La Planète Taku, des individus ayant la même origine ont-ils la même idéologie, les mêmes ambitions, les mêmes croyances, la même vision des choses? Dans La Planète Taku, sur le continent de Dzielo, certains êtres peuvent utiliser le kabu. Le kabu, c'est un don, ok, qui permet d'utiliser la terre. Et d'autres, le ji. Mais le ji, c'est l'énergie de La Planète Taku qui est utilisée par tout le monde. Tout le monde possède du ji. Mais peu de personnes réussissent à le maîtriser. Dans le domaine de la dîme, donc la dîme c'est la statue, durant l'absence de leur grand-père, Tsuoro, Taji, Taya et Takyo s'amusent quand ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Curieux, ils décident de se rapprocher du lieu d'impact et ils découvrent un homme différent d'eux, inconscient. Et voilà comment La Planète Taku lance son speech, les frérots. Avant tout, avant de commencer ma critique sur ce manga, je vous invite évidemment à rejoindre Tiandi sur son serveur Discord. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens de son site internet, les liens de son Discord. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous procurer de toute façon Planète Taku, il faudra être connecté évidemment au réseau de Tiandi. D'accord? Il faut bien comprendre que Tiandi finance une grosse partie, pour ne pas dire tout, il finance tout, ok? Son site internet, tout, enfin voilà. Tiandi, il faut savoir que c'est vraiment un auteur indépendant d'une certaine façon, ok? Alors il est avec une maison d'édition, mais il passe par des Ulule, du financement participatif pour pouvoir faire cet homme. Donc il a énormément besoin de soutien, ok? Donc, si vous voulez vous procurer les tomes de Planète Taku, il faut attendre déjà qu'il y ait une campagne Ulule, et la campagne Ulule, lui, derrière, lui permettra de réimprimer d'autres tomes, ok? Donc il faut le soutenir dans son Ulule, et vous pourrez avoir d'autres tomes derrière. Et vous pouvez évidemment venir le rencontrer en convention, dans lesquelles tous ces tomes sont disponibles, d'accord? Donc voilà. Voilà les frérots, déjà, on va dire le pitch de base pour La Planète Taku. Donc les frérots, cette review sera assez simple. Je vais vous raconter une partie de l'histoire et ensuite je vais vous donner mon analyse du manga, les critiques que je peux en faire, les critiques constructives et les côtés aussi positifs, évidemment, du manga.
Alors, l'histoire débute sur Diello, l'île de Diello. Donc, on voit deux enfants qui sont en train de se battre. On constate tout de suite qu'ils ont des pouvoirs, comme notre ami Tiandi nous l'a dit. Certains utilisent le kabou, donc ils utilisent en fait la terre, et ils forment comme un gant de pierre. Je vais vous mettre de toute façon quelques illustrations pour illustrer mes propos. Ok. Et en fait, ils combattent avec un art martial amazonien qui s'appelle le Zokan. Ok. On va apprendre après les noms des personnages. Et Taji, lui, perd le combat. Il est projeté de la statue. C'est Tokyo qui gagne. Ok. Et Taya vient le sauver. Soudain, effectivement, il y a une goutte d'eau qui va tomber. Il y a un homme qui sera à l'intérieur. Mais ce que je vais pousser un petit peu plus le résumé. En fait, cet homme, à l'intérieur de lui, il avait une âme en lui. Il avait une âme qui s'appelle Psuke. D'accord? Et donc, en fait, quand les enfants vont arriver sur les lieux, cet homme, lui, qui était en train de mourir, en fait, cette âme va s'échapper et va aller dans le corps des enfants. Mais vu qu'il n'y a qu'une seule âme, elle va se diviser, en fait, en trois. Donc, tu as Alma, Anima et Sile. Et en fait, Psuke s'est divisé en trois dans chaque enfant, ok? Et c'est le grand-père après qui va s'en apercevoir. On comprend tout de suite que là, c'est le départ. C'est le départ en fait de l'intrigue de la planète Taku, c'est que cette âme, Psuke, est une âme très puissante et très recherchée, et finalement, elle est répartie dans le corps des trois enfants. Donc, on se doute qu'il y a aussi un lien, il y aura un lien plus tard entre les trois enfants, une sorte d'osmose. Je sais pas si vous vous souvenez, par exemple, dans Fire Force, lorsqu'il faisait un moment, je crois que c'était Union des âmes ou un truc comme ça, est-ce qu'on risque d'avoir la même chose avec, à un moment donné, la planète Taku, où ils vont fusionner tous les trois? C'est une forte possibilité, ou du moins ils vont fusionner leurs pouvoirs, c'est une forte possibilité. Mais ce qui est sûr, c'est que l'âme Psuke, qui est une âme qui donne des pouvoirs assez incroyables, c'est réparti en trois, et en trois personnages, donc les trois personnages les plus importants de l'histoire. Et le grand-père va arriver. Le grand-père, c'est une vraie réussite, hein. Ça, je l'ai déjà dit à mon frère Tiandi. Le grand-père, on est tout de suite en empathie avec lui, parce qu'on sent un développement scénaristique intéressant. On sent qu'il est non seulement à l'écoute de ses petits-enfants, mais on sent qu'il est très fort aussi. Il a un style qui est vraiment très posé, mais très puissant. Peut-être inspiration Muten Roshi, je sais pas, mais Muten Roshi version un peu afro. Et franchement, j'apprécie sa façon de parler et tout. On sent que le personnage est bien réfléchi. Tout est cohérent, jusqu'à sa façon de parler, sa posture et tout. Il est très posé, très calme, très réfléchi, très sage. Moi, j'ai vraiment apprécié le grand-père, Tioro. Ok? Et donc, le grand-père comprend tout de suite la situation. Il voit tout de suite qu'il y a un problème. Il y a une âme qui est à l'intérieur de ses petits-enfants. Donc, il garde ça, évidemment, en surveillance. Ok? Et donc, il sauve le personnage qui s'appelle Spiritus, mais qui, lui, est poursuivi derrière. Parce que bon, il est arrivé, il est tombé comme ça du ciel. Tu te doutes bien, il est comme ça, il est au bord de la mort. Tu te doutes bien qu'il y a un problème. Il est poursuivi par une autre faction. Et donc, le premier méchant, le premier antagoniste qui arrive et qui s'appelle Ei. Et là, stop. Là, je vais m'arrêter. J'ai été un petit peu plus loin que mon frère Tiandi pour le résumer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va être tout de suite le départ de confrontation, de combat, d'illustration des pouvoirs, d'explication des pouvoirs et développement de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans ce premier tome, même si là, je vous dis, j'ai pas été très loin, hein. Dans le premier tome, là, j'ai été, allez, on va dire, je vous ai fait à peu près la moitié du premier tome. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? C'est que le scénario est très dense, la narration est très dense. J'ai fait la remarque à Tiandi, je lui ai dit, en très peu de pages, tu as condensé énormément d'informations. Et en fait, c'est volontaire de sa part. Pourquoi? Parce que lui, il m'a dit très clairement que il n'y a rien de pire qu'un manga, tu lis, tu t'ennuies, machin, ça le saoule. Très clairement. Il dit, donc moi, je voulais qu'il se passe quelque chose tout de suite. Donc j'ai mis immédiatement, ils sont en train de s'entraîner, tout de suite, boum, l'intrigue arrive, ok? C'est vrai que d'habitude, on prend le temps de découvrir un petit peu l'univers, etc. Mais c'est pas une règle. Ça, c'est une règle qui est posée effectivement dans les shonen. Mais lui, il s'inspire des shonen, mais il n'a pas dit qu'il faisait un copier-coller des shonen. S'il a envie de mettre l'intrigue plus rapidement que dans un shonen classique, il fait ce qu'il veut, le frérot. Donc là, c'est ce qu'il a fait. Il a fait arriver l'intrigue tout de suite. Il a donné les pouvoirs aux enfants, et tout de suite derrière, il enchaîne sur un combat. Et c'est après qu'il va commencer à développer un petit peu plus son univers, et il va poser un peu son récit. Donc c'est vrai qu'au début, moi, ça m'a un peu impressionné. Je me suis dit, ouais, c'est trop rapide, il y a trop. Mais c'est vrai que tu dis, ouais, mais en vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Tu regardes, il y a trop, oui, mais tu comprends.
parce que le découpage, le scénario, le dessin est très simple. On va dire que il essaye pas de faire des choses extravagantes. On sent tout de suite que voilà, il essaie de faire en sorte qu'on comprenne bien tous les tenants et les aboutissants. C'est pour ça que généralement il fait des grosses cases. Il fait des grosses cases. Dans ces cases, tu n'as pas souvent, on va dire, énormément de cases, etc. De façon à ce qu'on comprenne bien le déroulement des événements. Alors attention, hein, des fois tu as des pages où il peut te faire plusieurs cases en termes de découpage, comme par exemple ici, vous voyez. Mais au global, il essaye de bien détailler ses actions. Tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas, c'est pas possible. Celui qui te dit je ne comprends pas, c'est qu'il fait exprès. Il fait exprès parce que c'est bien détaillé, c'est bien simplifié, c'est peut-être même des fois trop détaillé. D'accord? Je vais en venir un petit peu plus tard, tout à l'heure. Mais donc, ce qui est intéressant là, en voyant tout de suite, c'est que il a voulu imprimer une narration rapide pour pouvoir accrocher le lecteur tout de suite. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que tu te dis tout de suite, ok, ça va se taper, machin et tout. On reste dans un manga shonen, donc c'est ce qu'on veut. Ok? Et on voit tout de suite les pouvoirs qui sont développés derrière. Et on voit que même s'il y a des inspirations, on n'est pas dans le copier-coller parce que ces pouvoirs ont une véritable identité culturelle. Et oui, et même le nom des attaques. Rien n'est choisi au hasard. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort parce que moi-même qui suis en train, qui ai écrit mon manga, c'est vrai qu'il y a certaines attaques, tu te dis, ah tiens, celle-là, je vais la faire comme ça, comme si, voilà. Des fois, t'as pas forcément d'inspiration, c'est juste que tu as envie de le faire comme ça. Eh bien, lui, à chaque fois, il y a un sens, il y a quelque chose, tout est pesé, tout est réfléchi. Le dessin, que dire sur le dessin? Il est sympathique, il est bien même, il s'améliore avec le temps. Maintenant, le dessin est quand même bon, le découpage est plutôt simple mais efficace, on comprend l'action très clairement, on se pose pas de questions de se dire ah tiens qu'est-ce qui se passe là, non non, franchement ça va, c'est plutôt efficace. Ce que j'ai apprécié aussi c'est les paysages, je vais vous montrer quelques paysages en essayant de pas trop spoiler, mais il y a quand même une imagination, t'as quand même pensé à ça quand tu prends ce genre de statue là, tu vois, ouais, tu te dis waouh. Waouh, quand même. Je te dis, waouh, quand même, faut y penser, ce genre de statue, comment c'est intéressant, ce genre de paysage, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve ça vraiment pas mal, c'est très immersif. C'est très immersif, et ça, j'apprécie beaucoup. Par contre, effectivement, à la fin du tome 1, tu te dis, je suis pas vraiment immergé dans l'univers. Et ça, il le fait plus tard. Il le fait dans le tome 2, où là, on commence vraiment à aller un peu plus loin dans l'univers, etc. Ok? Donc, dans les bons points et les mauvais points. Dans les bons points, déjà, c'est l'hommage aux cultures afro-caribéennes et africaines. Moi, il y a beaucoup de choses qui me parlent. Il me parle du gros cas, il me parle de nourriture aussi, de nourriture antillaise. Il me parle de pas mal de choses qui me parlent à moi en tant que Guadeloupéen et même aussi beaucoup de choses sur la culture africaine que je connais. Donc ça parle évidemment, mais pas seulement parce que son inspiration reste évidemment Naruto, Daino Daiboken, un petit peu les Chevaliers du Zodiaque, Dragon Ball, ok. Donc on sent cette inspiration. Et d'ailleurs là, c'est petite remarque de ma part, petite critique de ma part, c'est que des fois il y a certaines scènes hommages que Tiandi fait pour faire voilà, pour un petit clin d'œil par exemple sur Naruto, et en fait il va te le dire. Il va te dire cette scène est un hommage à. Et il ne devrait pas le dire. Il ne devrait pas le dire parce que toute la beauté d'un hommage, c'est quand justement tu ne le dis pas. C'est quand tu nous montres par exemple un personnage qui sort de terre et qui nous fait un petit uppercut comme ça, on sait que c'est Naruto. On sait parce que c'est iconique. C'est iconique. Donc en fait, l'idée, c'est que tous les hommages que Tiandi peut faire, on va dire, par rapport à Naruto, Dragon Ball, Daino Daiboken, il vaut mieux ne le dis pas. Ne le dis pas, parce que quand le lecteur va le deviner lui-même, il va se dire « Ah ouais !» En fait, on a cette fierté, nous, en tant que lecteur, d'avoir deviné l'hommage. Ok? Donc ça, je pense que, pour moi, en tout cas, ça améliorerait le plaisir de lecture, le fait de retirer ce côté un peu trop détaillé. Il a l'air très précis, très intelligent, donc il détaille énormément ses scènes. Et c'est pour ça, je pense que ça mériterait des fois être un peu moins détaillé, parce que, en fait, on les comprend très bien telles qu'elles sont. Ok, donc voilà, j'ai trouvé quand même l'hommage aux cultures afro-caribéennes, africaines, les langages, les postures, tout. Franchement, ça c'est, c'est magnifique, sincèrement. Ok, le côté à améliorer évidemment, c'est la narration un peu trop rapide, l'anatomie des personnages qui, selon moi, mériterait d'être des fois un peu mieux différencié, ok. Ce côté aussi, lorsqu'il y a des grosses attaques, il faut qu'on voit tout de suite les conséquences de l'attaque. Alors ça, on l'a dans le tome 1, on n'a pas vraiment les conséquences des fois des attaques, je trouve, mais par contre, on les a dans les autres tomes. Donc attention aussi les fléaux, parce que j'ai les 5 tomes, ok. Donc attention, il y a des critiques que je fais sur le tome 1 qui sont corrigées au tome 2. Il faut bien comprendre aussi mon propos. Mais par exemple, dans le tome 1, ça m'a manqué de ça. Vous voyez, quand on lance une grosse attaque, le fait qu'on ait un plan éloigné derrière pour nous montrer, waouh, regarde tout ce que ça a cassé, là, des fois, ça manque un peu de ça. Mais sinon, global, attention,
C'est très bon. Et le découpage, encore une fois, est réussi. Très simpliste, très clair, net et précis. À améliorer encore une fois, mais le découpage est efficace. On comprend les scènes. Ok. Alors, que dire au global? Eh bien, moi, je vous conseille de lire Ma Planète Taku. Je vais vous conseiller de lire La Planète Taku, dans le sens où, encore une fois, ça va être une bouffée d'air pour vous. Ça va être une bouffée d'air. Si vous bouffez du Shonen Neketsu toute la journée, vous bouffez du Dragon Ball, du machin, tout ça, bah ça, c'est une bouffée d'air pour vous. C'est une bouffée d'air parce que ça va parler de quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? Avec un très bon style, un style narratif très rapide, très efficace. Il faut suivre, mais une fois qu'on s'habitue à la narration, ça va tout seul, ok? On a un très bel hommage aux cultures afro-caribéennes, africaines, ok? Et on a une qualité de tome qui, selon moi, est quand même assez intéressante. C'est du papier glacé, les frérots, donc je sais que moi, ça coûte plus cher, hein. Je peux d'ores et déjà vous le dire, ça coûte plus cher. On a un petit format, même un bon format A5, c'est plus gros qu'un manga classique, et je peux vous dire que ça fait un petit moment que je les ai, et ils vieillissent très bien. Vous regardez, vous cherchez les autres, ils sont tous dans un très bon état, et pourtant ils ont voyagé, hein, parce que je l'ai amené avec je suis parti en vacances avec, je suis revenu, etc. Et la qualité reste impeccable. Il a mis une petite pellicule, vous savez, voilà, vous le verrez pas à l'écran, mais il a mis une petite pellicule dessus pour pouvoir solidifier la couverture, ce qui rend le manga encore plus résistant. Donc moi je peux vous dire que ça, à la création, ça coûte très cher, je peux vous l'assurer. Donc on sent le côté très précis de l'auteur Tiandi qui cherche vraiment à faire quelque chose de qualitatif. Il a d'ailleurs un jeu vidéo également qui est en production. De toute façon, si vous le suivez sur les réseaux sociaux, vous aurez toutes ces informations, mais il y a un jeu vidéo Planète Taku aussi qui est en cours de production. Je vous mettrai également le lien de son site internet qui est très bien fait. Je vous dis franchement, encore une fois, je suis impressionné par la qualité de son travail. Ça fait plaisir franchement d'avoir un travail qui est aussi bien travaillé. On sent bien que il a pris son temps, les dessins sont beaux en plus. Il maîtrise évidemment l'anatomie des personnages afro-caribéens. Il y a tellement de trucs, il y a tellement d'hommages à l'intérieur. Franchement, c'est même dommage que Planète Taku ne dispose pas d'une plus grande visibilité. Donc je vais essayer, moi, avec ma notoriété internationale, pour ne pas dire mondiale, de pouvoir lui donner le succès qu'il mérite, en tout cas, les frérots. Donc voilà les frérots, procurez-vous La Planète Taku, donnez la force à mon frérot Tiandi, clairement, ok. Procurez-vous tous les tomes, parce que c'est comme ça, hein. Quand tu prends tome 1, tu les prends tous, et tu parles pas, tu chipotes pas, tu casses pas la tête, mon gars, ok. Tu prends tous les tomes, on n'en parle plus, tu vas passer un bon moment, fais-moi confiance. Ça, tu sens, ça transpire, il y a du travail derrière, il y a du travail, il y a du taf. Tiandi fait pas ça comme ça, les gars, les frérots. Je vous dis, hein, il y a du taf derrière ça. Moi, je le sens. Il sort un tome par an. Imaginez, il sort un tome par an. Il est régulier. Il y a juste avec le Covid où il a eu du retard. Mais sinon, il est régulier. Il fait toutes les conventions, etc. Non, les frérots, il faut soutenir. Quand il y a des frères comme ça qui font du travail aussi lourd, il faut soutenir. Je rigole pas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review tranquille, chill, jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec mon frérot Tiandi.